Monsieur Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, l'importation des moutons pour l'Aïd, elle a été annoncée déjà lors de l'avant-dernier Conseil des ministres. Hier, les marchés ont été choisis, les pays à partir desquels nous allons importer ont été choisis. 3 pays, 1 million de têtes seront importées. Donc, en prévision de Eid al-Adha, une opération très importante. Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose pour le développement du cheptel, en plus donc de soulager les Algériens, de leur permettre d'acquérir des moutons à des prix plus ou moins corrects après l'importante hausse observée l'année dernière? Écoutez, c'est une décision qui certainement va avoir un effet positif sur les prix, sur le consommateur et l'accessibilité du mouton pour le consommateur. Par contre, sur la filière elle-même et sur la capacité de production, son effet sera relativement limité du moment que le cheptel importé est destiné essentiellement pour l'abattage pendant les fêtes d'El-Eid. Et donc, son effet sera peut-être de réduire la pression sur l'effectif, le cheptel national, et notamment par rapport à la demande sur les femelles, c'est-à-dire qu'il y aura probablement, si les prix baissent, moins de femelles qui seront sacrifiées pendant l'Eid, même si le lien n'est pas direct, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'effet sur la filière. C'est pour ça que cette mesure, elle est très bonne pour le consommateur. Ça soulage un peu la pression, même si elle peut aussi avoir un effet rebond, c'est-à-dire que les prix sur le marché, le marché du mouton pendant ce Eid, je pense qu'il sera segmenté entre le prix administré qui sera fixé pour les effectifs importés et les prix du marché libre, le marché national, de la production nationale. Et donc, si le prix du mouton importé sera fixé à des niveaux relativement faibles, ça va avoir peut-être un effet rebond sur la demande, c'est-à-dire que des ménages qui n'avaient pas l'habitude de sacrifier pendant l'Eid seront attirés par les prix qui seraient relativement faibles et qui vont demander, comme les quantités sont fixées, donc l'impact sur le prix du marché du mouton national sera probablement un peu réduit. Mais quand même, ça représente un volume très grand. Si l'Algérie peut importer en si peu de temps ce volume, l'effet sur les prix sera quand même important. Ça représente quelque chose comme 20-25% du besoin du marché national à cette époque, ce qui n'est pas négligeable. Et donc ça impactera certainement les prix. Ne pas oublier ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'effet rebond par l'arrivée sur le marché de ménages qui n'avaient pas l'habitude de sacrifier le mouton Flaïd, par l'attractivité du prix qui serait proposé. Donc ça dépend, on ne connaît pas encore à quel prix ce mouton sera cédé. Son effet sur les prix sur le marché sera à lire aussi par rapport à ce paramètre d'effet rebond. En fonction donc de la demande des ménages. Donc, on le disait, Monsieur Daoudi, il y a 3 pays qui ont été sélectionnés. Ils n'ont pas encore été dévoilés. Quels sont les 3 pays? Mais il y a aujourd'hui des pays du Sud qui sont d'importants producteurs d'ovins, notamment, je parle évidemment des pays de notre continent, donc de pays africains, qui ont donc d'importants cheptels. Est-ce que on pourrait penser justement à ouvrir de l'importation à partir de ces pays pour notamment soulager la pression sur le cheptel national pour le reste de l'année? Certainement qu'il faut peut-être penser, effectivement, les pays du Sahel qui nous entourent ont des capacités de production, notamment le Mali, qui est très importante. Effectivement, on a l'habitude d'ailleurs d'échanger avec ces pays à travers le mécanisme du troc. Par contre, on peut élargir la perspective d'échange avec ces pays, mais ça se prépare parce qu'il faut mettre en conformité les mécanismes de santé animale pour s'assurer que les animaux importés, il faut peut-être envisager des systèmes d'abattage au niveau du Mali pour importer des carcasses, etc. Donc oui, il y a un potentiel important. Ça demande du temps pour préparer la logistique qui suit tout ça et le cadre réglementaire, mais c'est une piste très intéressante. On peut aller dans une logique de complémentarité entre nos 2 pays, les économies régionales, qui soulagerait
pendant les périodes où il y a une forte demande en Algérie sur les viandes ovines, la demande, le marché national. Donc oui, il y a un grand potentiel pour une intégration régionale autour des filières viande, notamment que les pays du Sahel ont un potentiel non négligeable dans ce domaine. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Daoudi, aujourd'hui, ça permettra, entre autres, de préserver le cheptel national, donc ces opérations d'importation, de diminuer la pression et de diminuer surtout l'abattage de la femelle, qui reste aujourd'hui un gros problème, qui a d'ailleurs été posé avant-hier par le président de la République lors de son entrevue avec des représentants des médias nationaux. Aujourd'hui, l'abattage de la femelle est censé être interdit, mais est toujours pratiqué. Comment on peut juguler un peu cette problématique? Alors, il faut comprendre pourquoi les éleveurs font de l'abattage des brebis. Parce qu'en définitive, la brebis, c'est le capital de l'éleveur. Et donc, si les gens font de l'abattage des brebis, ça veut dire qu'ils décapitalisent. Pourquoi ils décapitalisent? Quand on comprend le fonctionnement des systèmes d'élevage algériens, on comprend la logique de la décapitalisation à travers l'abattage des femelles. L'élevage algérien est en grande partie pastoral. Et pastoral, c'est-à-dire c'est un élevage conduit sur les parcours des hauts plateaux typiques. Et donc c'est un élevage qui, en partie, son alimentation dépend des ressources fourragères gratuites des parcours. Traditionnellement, lorsque les parcours sont affectés ou leur production en fourrage est affectée par les sécheresses, les agriculteurs réduisent leur effectif par la réduction de nombre de femelles et donc ils décapitalisent pendant une saison ou deux en attendant le retour des pluies et le retour de l'offre fourragère sur les parcours. Ils reconstituent leur cheptel. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pendant les années difficiles, ils décapitalisent. C'est une stratégie parce qu'ils ne peuvent pas entretenir en termes d'alimentation un effectif très important. Et donc, face à ça, ils sont obligés de décapitaliser. Ils reconstituent, il nous faudra une année ou deux, ils reconstituent leur effectif. Pendant des années, cette stratégie de décapitalisation, pendant les années difficiles, pendant les années de sécheresse qui impactent la production des fourrages, a été un peu réduite par l'offre abondante de l'orge. L'orge permet aux éleveurs, lorsqu'il est soutenu, permet aux éleveurs de maintenir leur effectif d'ovins, femelles, reproducteurs, à des niveaux importants. Et donc, ils ne décapitalisent pas. Ils maintiennent leur effectif grâce à cette importation ou grâce à cette alimentation qui est achetée sur le marché. Et bien, pendant ces périodes-là, les parcours souffrent de la sécheresse. Les effectifs ne diminuent pas comme ça se faisait avant. Ils restent importants. Et donc, il y a une pression supplémentaire sur les parcours. Il y a déjà un impact de la sécheresse qui réduit l'offre fourragère, mais la pression des animaux sur les parcours ne baisse pas. Qu'est-ce qui arrive? Une dégradation encore plus accrue des parcours, et donc les parcours se dégradent davantage. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies, et les parcours se retrouvent aujourd'hui dans une situation de dégradation très avancée. Et l'élevage dit pastoral aujourd'hui en Algérie est en grande partie dépendant de l'alimentation qui vient soit de l'orge, soit du sang, soit du concentré, et parfois même du blé qui est un peu détourné et qui arrive donc sur ce marché. Et donc le maintien de l'élevage ovin pastoral se faisait essentiellement par cette alimentation qui venait d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec la raréfaction de cette alimentation, les éleveurs se trouvent dans une situation où ils sont en train de décapitaliser. Et ça se poursuit pendant la steppe algérienne a connu une sécheresse pendant les 4 dernières années. Son état aujourd'hui est très dégradé. Et donc, les agriculteurs sont dans une phase de décapitalisation assez prolongée. C'est pour ça que les cheptels national sur la steppe, en tout cas, il est en baisse. Et donc, le système d'élevage pastoral qui était la composante la plus importante de la filière ovine en Algérie est en crise. Est en crise de modèle parce que l'élevage pastoral traditionnel ne fonctionne plus vu que la steppe s'est dégradée. C'est dégradé, oui. Et donc, il faut penser un modèle alternatif. Le modèle alternatif n'a pas émergé parce qu'il y avait une alternative pour l'alimentation relativement facile. Aujourd'hui, il faut vraiment réformer complètement ce système pour préserver les ressources à la fois pastorales mais aussi la filière ovine.
Donc un modèle alternatif qui serait basé sur la question de l'alimentation, une solution plus pérenne, Monsieur Daoudi, Alors, brièvement. je n'ai pas en tête un modèle, mais il faut que le modèle émerge des acteurs eux-mêmes. Les périodes de crise ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles remettent en cause des systèmes qui étaient finissants, qui étaient plus performants, qui agonisaient, et qui, quand la crise devient très aiguë, ben, ces systèmes appelle les acteurs à les réformer en profondeur. Et je pense que nous sommes dans une phase où le système pastoral est totalement en crise, il est dépassé et ça appelle à une refonte. Les acteurs vont trouver des alternatives, on en parlera. Il y a des modèles qui sont en train d'émerger progressivement ailleurs. Il faudrait les suivre et les accompagner. Monsieur Daoudi, donc aujourd'hui, le développement de la filière viande de rouge ou de la filière élevage, globalement, donc il en est question. On voit avec d'un côté des importations, mais également la nécessité de structurer cette filière qui peine donc depuis quelques années, notamment à cause de la sécheresse. Aujourd'hui, les prix, on le disait, sont élevés. Le kilo de viande, son prix est élevé. Idem pour les moutons, ce qui a donc incité ces opérations d'importation. Systématiquement, l'élevage coûte cher à l'éleveur. Le prix de revient est élevé. Alors, dans le prix de revient de l'élevage, il y a essentiellement deux facteurs. Le premier facteur, c'est bien sûr l'agneau, qui lui est issu du système d'élevage, mais aussi l'alimentation. L'alimentation est un poste de dépense très très important dans la structure du coût de la viande. Mais il n'y a pas que ça. Je disais tout à l'heure que l'essentiel de l'élevage ovin en Algérie est un élevage pastoral. Et dans l'élevage pastoral, il y a ce qu'on appelle les coûts cachés. C'est-à-dire au-delà du coût de l'alimentation, il y a le coût de la main-d'œuvre qui est très important. La main-d'œuvre qui, dans l'élevage pastoral, elle est très importante. C'est essentiellement les enfants et les parents. Et de plus en plus, il y a moins de personnes qui veulent continuer à perpétuer ce modèle d'élevage traditionnel qui nécessite de la mobilité et du déplacement, même si ce n'est pas de la mobilité très lointaine, ça reste dans les mêmes communes, mais c'est quand même être sur les parcours toute la journée, ça demande beaucoup de main-d'œuvre familiale, et ce modèle, il est en crise aussi parce qu'il n'est plus attractif pour les jeunes, et c'est ça se comprend, les jeunes ne veulent plus travailler comme bergers, y compris dans leur propre élevage, et donc il y a un problème sérieux de durabilité de ce modèle, ce que je disais. Donc, il y a ce coût caché de la main-d'œuvre qui est généralement très peu intégré dans le coût réel. Il y a aussi le coût caché qui est lié à l'alimentation gratuite, qui n'est pas calculé et qui, quand elle est en surpâturage, elle dégrade. Donc, il y a un coût environnemental qui est dans ce coût caché. Et ce qui est calculé, c'est essentiellement ce qui est déboursé par les éleveurs en termes d'alimentation, en termes de vaccins, de traitements vétérinaires et de transport, etc. Et même là, ça coûte cher. Les prix de l'alimentation aujourd'hui sont très élevés. Et donc oui, c'est un élevage qui coûte aujourd'hui assez cher. Et son prix aussi, il faut le dire, n'est pas qu'un prix de coût, c'est aussi un prix qui est fait par la rareté. Parce que c'est un élevage qui est pénible, qui a des coûts cachés. On ne peut pas l'étendre à volonté. On ne peut pas produire à volonté du moment qu'il y a des coûts cachés élevés. Et donc, l'offre, elle est faible. Et donc, dans le prix, il y a bien sûr le coût de revient, mais il y a aussi le prix de la rareté, c'est-à-dire le décalage entre l'offre et la demande. Et cette offre, comme je disais, elle est limitée structurellement par les coûts cachés, qui sont essentiellement la main-d'œuvre familiale, qui est de moins en moins disponible, et les disponibilités de parcours typiques dégradés aujourd'hui, qui rendent justement cet élevage difficilement extensible au-delà des volumes qui existent aujourd'hui. On a une idée sur le prix de revient du kilo, Monsieur Daoudi, ou peut-être de la tête pour l'agneau? Moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé sur ça. Je n'ai pas en tête un coût de revient du kilogramme, mais en tout cas, les marges, les gens pensent que les marges sont très importantes. Les marges ne sont pas très importantes sur ce type d'élevage. Et quand on voit, comme je disais tout à l'heure, le coût de la main-d'œuvre familiale, franchement, les marges des éleveurs, en tout cas, ne sont pas très élevées sur ce. Très bien, donc nous allons peut-être attendre les résultats du recensement général de l'agriculture pour avoir des idées un peu plus claires,
puisque nous attendons donc ces résultats du RGA. Vous dites, Monsieur Daoudi, aujourd'hui on arrive c'est un modèle qui arrive à terme, c'est un modèle qui n'arrive plus à répondre aux besoins du marché, ni à être perpétué par les enfants des éleveurs, qui donc finalement un modèle qui arrive à sa fin. Vous dites il faut trouver un modèle alternatif. Quelles sont les options qui peuvent être suivies? D'abord, la filière ovine, il faut, quand on pense à une stratégie de développement de la filière ovine, il faut la penser dans sa globalité et dans une filière plus globale qui est la filière viande. Donc la filière ovine n'est qu'une composante d'une filière viande qui est beaucoup plus globale et qui intègre les viandes bovines, ovines et aussi les viandes blanches, toutes les viandes blanches. Et donc il faudrait diversifier l'offre et développer toutes les autres filières pour revenir à la filière ovine. Alors le modèle pastoral est une spécificité algérienne parce que nous avons la chance d'avoir des parcours pastoraux typiques sur des étendues importantes. Même si aujourd'hui ces parcours sont dégradés, je pense qu'il y a encore de la marge pour les remettre en état et les préserver, les conserver, les réhabiliter. Et ça demandera du temps, mais c'est impératif, on doit le faire pour plein de raisons. Pour des raisons d'abord économiques, parce que ça soutient cette filière importante, mais pas une filière qu'il faut laisser comme on a laissé faire les dernières décennies. C'est une filière qu'il faut encadrer. Ça sera une filière de viande de qualité qui sera encadrée, limitée dans ses volumes pour qu'elle soit durable en fonction des capacités de charge des parcours, en fonction de l'état des parcours. Il faut donc la réformer, la repenser, surtout l'encadrer. Et puis, il faut que la filière ovine, en dehors de la filière pastorale, en dehors des élevages pastoraux, il faut qu'elle se développe. On commence aujourd'hui à voir, dans les grands investissements qui se font dans le sud du pays, l'intérêt des grands investisseurs pour la production de viande ovine. Et donc, ils sont en train d'installer de grands systèmes d'élevage, des milliers de têtes. C'est une excellente chose. D'ailleurs, sur le plan agronomique, c'est presque une condition de durabilité de leur système. Quand on fait des céréales dans le sud, sous pivot, on a besoin d'introduire les cultures fourragères en rotation. Et ces cultures fourragères peuvent alimenter un système d'élevage qui sera intégré à ces systèmes de production. Et ça serait une excellente chose. Par contre, ce qu'il faut penser dans ces systèmes qui sont en train d'émerger, qui n'ont pas encore un modèle économiquement rentable et techniquement maîtrisé, il faut intégrer la dimension génétique. C'est-à-dire que les races ovines que nous avons en Algérie, c'est des races de parcours. Elles sont légères, elles sont endurantes, à des conditions difficiles, elles ne sont pas très exigeantes, mais leur taux de conversion, c'est-à-dire les quantités quotidiennes de viande, le croît quotidien moyen de viande est limité chez les agneaux. C'est-à-dire qu'elles ne valorisent pas bien les ressources. Et là, il faut maintenant, si on va vers des élevages intensifs, là, il faudrait vraiment travailler la génétique, croiser les races algériennes avec des races probablement importées pour produire des races adaptées à ces nouveaux élevages et qui valoriseraient le mieux les ressources fourragères qu'on va utiliser. L'élément le plus important, le frein structurel le plus important de l'élevage en Algérie, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est les parcours. Traditionnellement, c'était les parcours ne produisent plus assez. Maintenant, il faut produire les fourrages dans les périmètres irrigués. Si on va le produire dans les périmètres irrigués, ça aura un coût supplémentaire. Et donc, il faut valoriser économiquement le mieux possible ces parcours à travers des races nouvelles qui valorisent et qui ont un taux de conversion des fourrages, des ressources fourragères végétales, en ressources protéiques animales, qui est un ratio beaucoup plus élevé que les races locales. Et ça demande donc un investissement important dans la recherche agronomique sur l'amélioration génétique des races, produire des races adaptées pour les élevages au sud, produire des races adaptées pour des élevages intensifs au nord du pays. Et donc, c'est tout un chantier, l'immergence de nouveaux modèles ovins. Est-ce que ça ne risque pas de se faire donc au détriment des races locales, Monsieur Daoudi? Justement, il faudrait préserver les races locales. C'est pour ça qu'il faudrait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le modèle pastoral, il est multifonctionnel. Il valorise le mieux nos parcours. Il ne faut pas qu'il soit surdimensionné par rapport aux capacités des parcours, mais il faut le maintenir. Donc les races locales qui sont adaptées au parcours, il faut les préserver.
les sélectionner, les préserver. Il faudrait donc qu'il y ait des politiques dédiées à ces races, les préserver pour ce système pastoral. Il faut qu'il soit dimensionné par rapport aux capacités des parcours, mais il faut développer en parallèle des races spécifiques pour un élevage extensif qui se fera au sud dans les nouveaux périmètres irrigués, mais aussi au nord dans les zones traditionnelles des céréales où il y a possibilité d'augmenter la production fourragère en irrigué ou en pluvial. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Daoudi, aujourd'hui, il faut penser donc le développement de la filière viande globalement et non seulement la filière ovine, puisque nous consommons autre chose que l'ovin. Et c'est quelque part des races qui sont oubliées ou des élevages, pardon, qui sont oubliés. Monsieur Daoudi, comment les intégrer? Est-ce qu'on ne doit pas d'abord connaître la consommation des Algériens avant d'aller vers donc une stratégie pour développer l'élevage? Absolument, il faut connaître la consommation, les préférences des Algériens, mais les préférences changent et c'est l'offre parfois qui crée la demande, l'offre et les prix qui créent la demande. Alors les Algériens ne consommaient pas beaucoup il y a peut-être 40 ans le poulet. Aujourd'hui le poulet est peut-être la viande la plus consommée parce que le développement de cette production a été facilité il y a déjà 4-5 décennies par une stratégie nationale qui était de promouvoir cet élevage qui produisait de la viande pas chère grâce justement par l'importation du complexe maïs-soja. Et donc, ce complexe maïs-soja a permis le développement d'une filière avicole qui produit des quantités de viande très importantes à des prix très accessibles aux consommateurs. C'était la viande la plus accessible. C'est une composante de l'offre de viande qu'il faut maintenir et qu'il faut maîtriser et qu'il faut développer. Et puis, il y a les autres, le camelin au sud, mais aussi le caprin, mais aussi peut-être le lapin, on le consomme. Donc, il faut diversifier l'offre. Et cette diversification de l'offre permettra aux consommateurs de choisir en fonction de ses revenus. Mais il faudrait que cette offre soit à la fois, en termes de prix et en termes de qualité, réponde aux normes souhaitées par le pays et qui soit le plus possible basée sur des ressources locales. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui dans le développement des filières avicoles, c'était qu'on a trop focalisé sur les matières premières importées. C'était peut-être une condition conjoncturelle. Il faudrait maintenant penser à intégrer, à produire localement des ressources fourragères locales pour réduire notre dépendance par rapport aux ressources maïs, soja qui sont importées. Il y a aujourd'hui une volonté de produire du maïs et des graines oléagineuses en Algérie. On va voir jusqu'à quel degré ces productions vont se développer. Si elles se développent à des degrés importants, ça pourrait constituer une alternative à l'importation de ces deux matières premières essentielles pour l'aviculture. Et ça pourrait donc consolider l'intégration de cette filière en intégrant la matière première produite localement, même si il ne faut pas négliger d'autres ressources fourragères traditionnelles qui sont aujourd'hui peu regardées. Il y a des espèces qui sont négligées, les espèces à potentiel fourrager qui sont négligées et qui peut-être sont plus adaptées aux conditions. Je pense au mil, je pense au sorgho, je pense à certaines espèces qui ont probablement plus de chances d'être développées dans les conditions d'aridité ou de rareté de l'eau auxquelles on fait face. Donc il faut sortir peut-être aujourd'hui des réflexions limitées à une filière et aller vers une réflexion plus large, intégrer la recherche scientifique dans cette vision, Monsieur Daoudi? Absolument, je disais tout à l'heure que les périodes de crise ont ceci d'intéressant, c'est elles remettent sur la table les questions qui ont été évacuées parce qu'il y avait des solutions de bricolage ou alternatives à court terme. Et donc, pendant les périodes de crise aiguë, les modèles collapsent, s'effondrent, et l'effondrement appelle à l'ingéniosité, appelle à la créativité. Et je pense que les acteurs du secteur agricole en Algérie sont assez ingénieux s'ils ont l'appui des pouvoirs publics et s'ils ont l'appui de la recherche. Il va y avoir l'émergence de modèles qui sont alternatifs. J'appelle de mes voeux une vraie politique pour la steppe, pour la préservation des parcours, parce que ça représente pour l'Algérie une ressource vraiment très très importante. L'Algérie était parmi les pays pionniers dans la préservation et la lutte contre la désertification. On avait le barrage vert, mais on n'avait pas que le barrage vert. On avait pendant les années 80, 90, 2000 une politique de préservation, de conservation et de promotion de la steppe à travers de grands programmes de mise en défense, de plantation, d'aménagement hydraulique au niveau de la steppe qui ont donné des résultats
pas toujours très très positifs, mais qui ont donné des résultats. Il fallait évaluer, apprendre de nos leçons et perfectionner, continuer l'effort. On a 30 millions de parcours en Algérie, 22 ou 20 millions de parcours pastoraux et 10 millions de parcours pressariens. Sur l'ensemble de ces parcours, s'il y avait une politique de gestion de ces parcours et de préservation de ces parcours, ça représente un potentiel naturel important. C'est à la fois des ressources fourragères, c'est aussi une zone tampon qui a joué un rôle écologique très important par rapport à sa biodiversité, par rapport à l'effet climatique. Et donc, c'est vraiment un enjeu stratégique pour l'Algérie de remettre sur la table les politiques de lutte contre la désertification, redonner à ces programmes vie, et parce que ça représente un enjeu très important pour le futur de ces régions en Algérie. Alors, une dernière question, Monsieur Daoudi. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire d'injecter ou d'intégrer la recherche dans le développement donc de la filière ou des filières élevage, puisqu'il n'y en a pas qu'une seule. De la transparence, c'est aussi nécessaire. On le disait, on attend les résultats du RGA. On se rappelle pour le recensement de l'élevage qui a finalement dévoilé une importante différence entre les chiffres qu'on pensait être réels et la réalité du terrain. Donc installer aujourd'hui ou instaurer de la visibilité, c'est aussi oui, c'est une filière qui est globalement très très informelle et on a très peu de connaissances sur le fonctionnement de cette filière. Donc il y a un effort de maîtrise statistique et de données sur ça, mais aussi il y a un effort de recherche sur la compréhension du fonctionnement de ces systèmes de production, de leurs difficultés et surtout aussi il y a un effort à faire dans la régulation de marché. On avait fait un investissement colossal dans les abattoirs, les grands abattoirs régionaux, les 3 grands abattoirs régionaux, dans l'espoir que ces abattoirs jouent un rôle dans la régulation de la filière ovine. Aujourd'hui, on fait le constat que ces abattoirs n'ont pas joué le rôle qui leur a été assigné à leur création, au moment de leur création. Ça a coûté beaucoup d'investissements publics. Il faudrait aussi peut-être penser à repositionner ces abattoirs dans la stratégie qui est aujourd'hui appelée à être mise en place. Merci, Monsieur Daoudi. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Ali Daoudi, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain. Merci, au revoir.